Eh bien, nous y voilà. Sans doute l'une des vidéos les plus dangereuses jamais faites, mais aussi l'une des plus intéressantes que vous verrez sur YouTube. Enfin, selon moi. Bref. Eh bien, bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Polyphilo. Si vous avez vu le titre, on va parler de la France. Eh oui, on va parler de la France, à son passé, à son histoire, en passant par un avis concernant la France moderne. Et comme je sais, et vais le dire à l'avance, les êtres humains n'aiment pas qu'on parle de leur cas de vérité en général. Maintenant, imaginez si on prend un pays entier en charge comme ça, parce que c'est ce qui va arriver sur cette vidéo, ouais. Vous l'avez compris, le niveau de cette vidéo de Polyphilo dépasse largement le niveau rouge. Donc on va inventer une nouvelle couleur d'alerte, hein. Ça va faire comme Jack et Daxter sur PlayStation 2, c'est-à-dire que au lieu écho vert, bleu, noir, etc., on va passer à l'écho noir justement. L'écho noir, aussi appelé faux noir en vrai violet. Donc, le niveau d'alerte de cette vidéo sera du niveau violette. Alors accrochez-vous les amis, parce que ce qui va arriver maintenant va être un truc de dingue. Tout d'abord, on va parler du passé de la France, les origines de la France, qui ne s'appelait pas la France au début. Non, on va remonter bien plus loin en arrière. Oui, à l'époque de l'Antiquité, où la France s'appelait la Gaule. J-A-U-L-E, hein, pas comme le général, là, venant d'une époque que, petit millénial, tu as beaucoup trop connu, avec beaucoup trop de cours au collège et au lycée là-dessus. Pas la même Gaule. Donc oui, je vous préviens, dans cette vidéo, ça va clasher et balancer sec. Hein. Alors, la Gaule. Vous savez quoi? Je vais vous faire une petite leçon géographique du passé. Sur cette carte, sur une carte, histoire de bien vous expliquer. Alors, la Gaule, c'était une région historique de l'Europe de l'Ouest, peuplée majoritairement lors de la conquête romaine par les Celtes. Ouais, les Celtes. Ce sont les fameux Gaulois, selon les Romains, qui deviendront les Italiens. Les Belges, les Aquitains, les Ligues et les Ibères vont correspondant actuellement à la France, le Luxembourg, la Belgique, la majeure partie de la Suisse, le nord de l'Italie, les régions de Pays-Bas et d'Allemagne, situées sur la rive ouest du Rhin. Bref, tous ces gens vivaient à l'époque dans le territoire de la Gaule. Les frontières exactes de la Gaule, signalées par Jules César, donc le Rhin et une partie du Rhône à l'est, ainsi que les Alpes au sud, les Pyrénées au sud-ouest et l'Atlantique à l'ouest. Et bien tout ça, ça a varié au fil du temps. Ça a varié au fil du temps en raison des conquêtes, des migrations, des changements politiques et de la conception des Gaulois d'un espace qui leur était commun. Donc, vous l'avez compris, déjà à l'époque, la France était déjà un pays de mixitude extrême. À cette époque-là, déjà, il y avait beaucoup plus de territoires celtiques comparé à aujourd'hui. Ouais, parce qu'aujourd'hui, la France celtique, c'est plus la Bretagne, hein, soyons honnêtes. La Bretagne et Nantes. Et en extérieur de la France, bah, tu as l'Écosse et l'Irlande, j'imagine. Ça fait plus grand-chose au niveau de la culture celtique dans le monde aujourd'hui. Niveau territoire. Mais bref, cette vidéo n'est pas une vidéo géographique, hein, et puis bah voilà, vous voulez savoir ce que c'est que les Gaulois, sachant que la plupart des jeunes d'aujourd'hui connaissent surtout les Gaulois à travers la série des bandes dessinées et de films Astérix. Bon alors, qui étaient nos ancêtres et qui était leur civilisation alors? D'abord, il faut savoir que l'histoire des Gaulois est une histoire proto-historique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire proto-historique? Ça veut tout simplement dire que c'est une civilisation tellement perdue et qui n'a pas du tout voulu archiver son histoire tellement fort qu'en fait, il aura fallu d'autres peuples pour archiver leur histoire. Dans le cas des Gaulois, c'est la Rome et la Grèce antique. Et la plupart du temps en Europe, c'est souvent eux d'ailleurs. Hein. Donc, ouais. Petit problème avec ça, c'est qu'on dit souvent, comme le dit l'adage, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et dans le cas de Jules César, qui était un empereur sur Rome quand même, ben, il
va sans nul doute pour dire que Jules César a forcément un peu déformé l'histoire pour se donner un peu de gloire, vous voyez. Donc ouais. Ensuite, beaucoup de connaissances à l'époque étaient souvent transmises de manière orale, de bouche à oreille. Donc. Et si vous connaissez également le syndrome du téléphone arabe, vous savez que cette méthode ne fonctionne pas très bien et que des connaissances oubliées sont retrouvées aujourd'hui par ce genre de transfert. Donc, les Gaulois sont en majorité un peuple celtique. Hein. Si, regardez la carte à nouveau, ça représente un bon 50% de la Gaule quand même. Et donc, c'était composé de plusieurs nations indépendantes parlant un ensemble de dialectes celtiques. Ce qui peut lourdement faire penser aux divers accents et patois de la campagne française que l'on connaît aujourd'hui quand on y pense. Et pour faire le rattachement France-Irlande encore, il faut savoir que l'on parle de la civilisation celtique dite de l'Athènes. C'est une civilisation qui a duré du second âge de fer jusqu'au haut Moyen-Âge en Irlande durant sa 4e génération, qui s'appellera l'Athènes 4. Niveau habitation, nos ancêtres vivaient plus de paysages dégagés qu'en forêt. Hein. Oui, alors les albums Astérix ont menti là-dessus, c'est pas des villages entourés de forêts. Non, il y avait beaucoup moins de forêts à l'époque qu'il y en a dans la France aujourd'hui. Ce qui, écologiquement, est l'une des rares bonnes choses de la France moderne aujourd'hui. Oui, on va y revenir. Ouais. Après, en ce qui concerne le niveau artisanal, on était plus porté sur l'art militaire, donc armes, armures, vous avez compris. Par exemple, sur cette image, on peut voir que... Wow! Ah ouais, on va regarder ça un petit peu en détail, parce que c'est pas du tout la même chose que dans vos albums d'enfance. Hein. Alors, oui, il y en a, ils seront plus habillés comme dans la BD, mais il y a toujours un bouclier celtique. Oui, c'est un bouclier celtique qui parcourt le long du corps. Et est-ce que c'est une côte de maille, là? Parce que je vous parie que cette côte de maille, commerçants comme étaient nos ancêtres gaulois, eh ben, cette côte de maille a été importée à Rome. Oui, les Gaulois sont les inventeurs de la côte de maille dans ce qui deviendra la France. Donc, vous avez tout, hein, épée, hache, lance, ouais... L'arsenal était beaucoup plus varié, quoi. Et à savoir qu'on brodait aussi niveau couture les vêtements avec des fils d'or ou d'argent. Ce qui ont pu motiver autant les Romains à conquérir la Gaule que certains conquistadors pour un autre continent des siècles plus tard. Mais on y viendra dans une autre vidéo, hein. En revanche, niveau architecture... Ouais, bon, bah... on était encore sur du bois et de la terre. Donc des bâtiments qui sont dégrageables très facilement avec le temps. Apparemment en Auvergne, il y a une reconstitution, mais... Ouais... Soyons honnêtes, ça n'a pas tenu l'épreuve du temps, donc... Non. Par contre, niveau science... on peut être facilement surpris parce que c'était du niveau de la Grèce antique. Si, on connaissait la géométrie, on connaissait le principe du cercle, et par-dessus tout, on utilisait l'astronomie aussi. Bien sûr, une fois de plus, pour un but artisanal. Ouais, bon, faut croire que l'artisanal était un peu le centre-pied de la civilisation gauloise à ce stade. Niveau musique, un truc bien repris dans les BD d'Astérix, pour une fois, c'est les bardes. Il y avait des bardes donc. Ils utilisaient notamment la lyre, qui était une cithare à 7 cordes, et aussi le cardinx, qui était, une fois de plus, un instrument dédié à la guerre et aux arts militaires. Voilà, une espèce de... Il me semble, si je me souviens bien, c'est une espèce de grosse corde de guerre. Hein. Alors, petite anecdote, apparemment, les Gaulois utilisaient souvent la musique durant les débats politiques, afin de calmer tout le monde lors des débats. Je suis pas sûr que ça marche aujourd'hui avec la musique contemporaine, hein, je vais être honnête. Mais bref. Enfin, le point qui pour moi est le plus important, la religion. Oui, les Gaulois étaient polythéistes, c'est-à-dire qu'ils vénéraient plusieurs dieux. Mieux encore, on parle ici de la religion celtique. La religion celtique, donc, avec Toutatis,
D'ailleurs, en parlant de Toutatis, je vais faire un guillemet rapide et dire que... enfin, guillemet parenthèse, vous avez compris. Bref, pour une petite anecdote, il faut savoir que les dieux celtiques, au niveau de leurs appellations, c'est le bazar. Pour un amateur de jeux vidéo, je peux citer en exemple les Elder Scrolls. Alors, petite parenthèse rapide, pour les Elder Scrolls, il faut savoir que dans cette série, vous avez plusieurs peuples. Ils bénissent les mêmes dieux, mais avec des appellations complètement différentes. Par exemple, Akatosh chez les uns peut devenir Auriel chez les autres. Et ben, la religion celtique, c'est un peu la même chose, voyez-vous. C'est-à-dire que Toutatis, rien que pour lui, on a Toutatis, Teutates, Totades, carrément. Et on a même Albiorix. Ok là. Ok, vous savez quoi? On va faire simple. On va appeler Toutatis Teutates, ne serait-ce que pour le respect et pour le côté plus rapide, d'accord? on va faire ça, ça va être plus simple. Donc, et en plus, le pire dans cette histoire, c'est que Toutatis n'est même pas le dieu principal des Gaulois. C'est Bélénos, dieu du soleil, de la santé et des arts, donc. Pour les Romains, il est comparable au dieu Mercure. Donc, les Gaulois bénissent plus Bélénos qu'autre chose, et quant à Toutatis, quel rôle il remplit parmi les Gaulois? Eh bien, c'est le dieu de la tribu, de sa communauté et de son territoire. C'est un dieu guerrier. Voilà. Comparable donc à Arès, hein. Pour ceux qui ont connu la série de God of War, vous savez de qui je parle. C'était un dieu plutôt vénère, hein. Pour le calmer, souvent les gens avaient recours à des immolations humaines. Rien que ça. Ah, et tout de suite, par Toutatis d'Astérix, c'est plus si enfantin que ça, en fait, finalement. Hein. Oups. Et donc, quant à l'au-delà, alors, l'au-delà, c'est très simple. Et Teutates, justement, il a un rôle important là-dedans. C'est-à-dire que l'au-delà celtique s'appelle l'Avalon. L'Avalon, c'est un lieu de repos éternel. Donc, Teutates, son rôle, c'était de juger les âmes des morts, pour leur dire s'ils pouvaient se reposer définitivement ou pas. En gros, c'est un cycle de réincarnation éternelle dans lequel les dieux jugent si ton âme est bonne pour repartir ou si ton âme est bonne pour une retraite définitive. Voilà. Et oui, je vais cogner fort en disant que l'Avalon est comparable à une maison de retraite spirituelle définitive, tout simplement parce qu'il n'y a ni enfer ni paradis dans l'Avalon et dans la religion celtique en général. La seule chose comparable au paradis, apparemment, c'est l'Avalon. Et il n'y a pas d'enfer. Bon. Ok. Écoute, hein, pour moi c'est simple. Hein, ça a la qualité d'être une religion simple. Hein. Je constate que cette partie est beaucoup plus longue que ce que je pensais. Et la plus longue que je n'ai jamais fait dans une vidéo pour les philos. Donc je vais abréger les choses. Et je vais vous faire une petite liste rapide de quelques dieux celtiques à connaître. Et si vous voulez que je fasse une autre vidéo pour les philos sur la culture celtique, citez-le moi dans les commentaires. Alors, parmi les dieux que je vais citer rapidement du côté celtique, nous avons Belisama, qui est l'équivalent féminin de Bélénos, qui est donc la déesse de la lune, du foyer, chargée de l'artisanat, du métal et du verre, et protectrice des médecins et des forgerons. Elle se charge de l'art de la couture en particulier, et elle est liée aux sources dans l'art de la guérison. Ensuite, nous avons Cernunnos. C'est le dieu de la virilité, des richesses, des bois, des animaux, de la renaissance et des rythmes saisonniers. Il est toujours assis en tailleur. Tu m'étonnes, ce dieu a beaucoup trop de jobs sur le dos. Ensuite, nous avons Eisus, dieu bâtisseur et des bateliers, en particulier en ce qui concerne les Gallo-Romains et Gaulois qui vivaient en Lutèce. Alors, pour ceux qui veulent savoir, Lutèce, c'est l'équivalent de Paris. Hein.
Ensuite, deux plus importants, Lugh. Lugh, c'est le père des dieux gaulois et celtiques en général. Il est l'équivalent en titre de Zeus et Odin, protecteur des arts lui aussi, mais aussi des marchands et des voyageurs. Du soleil et de la lumière en général aussi. Donc, ensuite, nous avons enfin le père de Lugh, carrément, et grand-père de tous les autres dieux. Taranis, il est le dieu du ciel et de l'orage, et il aurait donné aux hommes la connaissance de la roue, la spirale et l'ess. L'ess est une petite pièce mécanique permettant de maintenir la dite roue. Carrément. Même pouvoir équivalence que Zeus selon les Romains, littéralement, mais personnellement je le mettrais plus en équivalent avec Chronos vu qu'il y a déjà un père des dieux dans ce panthéon et que Taranis est basiquement le grand-père de tous les dieux. Équivalence à Chronos qui techniquement est lui aussi le grand-père de tous les dieux grecs. Comme je l'ai dit, je vais le répéter et je vais me répéter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo à propos de la culture celtique. Parce que moi-même, je vais être honnête, en tant qu'amateur de jeux vidéo, je suis fâché qu'il n'y ait pas le moindre jeu vidéo dédié à la culture celtique ou aux dieux celtiques. Sérieusement, il n'y aura même pas un God of War sur les dieux celtiques, sérieux ? Le potentiel est tellement immense. Et sachant qu'en plus, je n'ai cité qu'une partie des autres dieux. Il y a d'autres déesses qui remplissent des fonctions équivalentes, ou alors quasiment les mêmes, ou alors des fonctions un peu différentes. Donc, il y en a encore plus que ça. Mais bref. Faut ce qu'il faut hein, pour se faire du contenu. Aïe aïe aïe. Maintenant il faut qu'on traite le reste de l'histoire de la France jusqu'à la France moderne. Bon, je vais essayer d'être rapide, mais si vous voulez mon avis, tout ce qui sera dit dans cette vidéo ne sera pas du tout concis. Alors, après que la Gaule ait été conquise par l'Empire romain, plusieurs siècles vont passer. Bon, je crois au moins 5 siècles. Et donc, en parlant de ça, l'Empire romain s'écroule durant tout le 5e siècle après Jésus-Christ. Hein. Et là, détail important, la Gaule va être reconquise. Voilà. La Gaule va être reconquise par un peuple d'origine germanique, donc allemande aujourd'hui, appelé les Francs. Oui, je parle ici de Clovis, qui va reconquérir la Gaule et renommer la Gaule Francia. Je vais le mettre en haut, histoire de vous montrer comment ça s'appelle. Francia. Francia, donc qui veut dire en langue franc, le royaume des Francs. D'accord. Donc, vous êtes en train de me dire que... Oui, vous êtes en train de me dire que la France, en fait, ça vient de ce nom-là. Et pire, donc, que la Francia devient France... Après avoir skippé un petit peu, je sais, l'époque de Charlemagne et du Moyen-Âge, parce que durant tout le Moyen-Âge, donc on va appeler Francia puis France par vulgarité, puis dans la monarchie absolue, le pays va définitivement s'appeler la France sans aucun requestionnement sur ce qui s'est passé à l'époque de l'Antiquité, quoi. Ouais. Donc, déjà d'une, la Gaule a toujours été un bazar archaïque et anarchique en ce qui concerne la mixitude des cultures, hein, contrairement à ce que beaucoup, j'en suis sûr, diraient aujourd'hui dans notre France moderne à nous. Ouais, vous savez qui vous êtes. Déjà d'une. Et de deux, vous êtes en train de me dire que la France était germanique depuis le début en fait. Ou au moins au départ. Mais c'est une mixitude entre les Gaulois et des Germains qui s'appelaient les Francs. Et on a gardé la France. Ah bon. Après, on peut dire de manière positive que la France a toujours été un carrefour culturel et économique hein, pour l'Europe connue, mais ouais, j'essaie de trouver un truc positif. Hein. Oui, parce que là, après, on va parler un peu politique, mais ouais, puisqu'on parle de la France moderne et de sa 5e République, hein, une autre remarque que j'ai à faire, parce qu'on a eu la Révolution française entre 1789
et 99. Quand je dis 99, c'est pas 1999, hein, c'est bien 1799. Hein. On va pas faire d'erreur là-dessus déjà. Non, plus sérieusement. Mine de rien, c'est vrai que le peuple a été motivé hein, pour se libérer du joug de la classe royale à l'époque. Ouais. Le problème que j'ai avec ça, c'est que les philosophes, ceux qui ont un peu lancé la Révolution française, mine de rien, de par leurs écrits, leurs livres, etc., ils venaient de classes beaucoup plus aisées au final. Ouais. Donc si on n'avait pas eu des gens de classe un peu plus aisée que le peuple de base, on serait toujours sous dictature oligarchique aujourd'hui. Hein. Oui, et oligarchique, ça veut dire un État gouverné par les riches. Donc, mine de rien, je veux pas dire, mais c'est le type d'État prototype du capitalisme aujourd'hui. Zing. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est... Vous avez pas fini d'en morfler, les gens. Voilà, pour ceux qui se sentent visés, sachez que ceux qui se sont visés dans leur amour propre, je continue. Non, parce qu'en plus, le peuple français retient difficilement sa leçon. On a eu l'époque de la terreur avec Robespierre, et ensuite on a eu Napoléon. Napoléon Ier, ouais. L'empereur. C'est difficilement démocratique de croire qu'un peuple censé être démocratique a voté et élu quelqu'un pour qu'il devienne un empereur. Un empire et une république démocratique, c'est pas la même chose, hein. Ouais. Et pour les zoomers, hein, par là, oui, je parle bien du Napoléon qui a été joué par Joaquin Phoenix hein, dans le fameux film. Donc, que dire de plus? Oui, après, t'as la deuxième et troisième république qui se sont succédées après la fin de l'époque de Napoléon, mais bon, ça n'a pas trop marché. Donc, on a eu droit à une quatrième république qui, à son tour, se fera bouter par... Oh. Ah oui, il faut qu'on parle aussi de cette période entre 1939 et 1946. Bon, je vais essayer de faire un raccourci tout public ici. Je vais dire que la France a eu des problèmes avec d'autres Allemands. Et maintenant, vous allez être occupé à vous poser la question de savoir si on n'a pas eu affaire ici, à cette période, d'une guerre civile géante entre un peuple descendant de Gaulois et de Germains, donc l'équivalent de Français et d'Allemands, pour ensuite se mettre sur le dos d'autres Allemands qui, eux, viennent du pays qui était autrefois considéré comme la Germanie. Ce qui fait une guerre civile géante entre deux civilisations qui descendent les unes des autres, mais qui en même temps se chamaillent, on va dire, entre deux pays. Oui. Vous allez vous dire tout ça, histoire qu'on évite que je m'attire les foudres de YouTube. Voilà. Hein? C'est pour ça que je vous aime, mes petits abonnés, hein? Et pour ceux qui me disent « Oh, BS, tu fais des raccourcis de ouf dans cette vidéo !» Alors, recule la vidéo, réécoute ce que j'ai dit en parlant de la transition Gaulle-France, hein, et tu verras si je fais autant de raccourcis que ça. Je t'aiderai même avec des liens dans la description de la vidéo. Hein, Billy? Bon, en ce qui concerne la France moderne, je vous préviens, je skip la guerre froide, parce que, à part l'arrivée de la 5ème République, j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc, cette dernière partie va être un peu personnelle, pas trop objectif, mais je vais essayer de décrire de mon point de vue biaisé la France de 92 à 2024. Bon, je vais commencer doucement et gentiment en disant que dans les années 90, c'était actuellement la joie. Les plus petits avaient encore l'occasion de connaître ce qui va devenir les arts modernes. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je parle bel et bien
des mangas, des dessins animés japonais et du jeu vidéo. La guerre froide est finie, il y a beaucoup d'initiatives et de projets positifs pour l'humanité qui sont envisagés ou même mis en œuvre pour le futur, comme l'écologie, et même ceux durant les années 2000. Mais vous n'êtes pas là pour voir du positif à 100%, hein. Non, vous êtes là pour me voir pointer du doigt tout ce qui n'est pas dit pour chipoter là-dessus, hein, puisque vous êtes sur internet, pas vrai? Eh bien, bon, pour commencer, déjà, alors, manga et animé, faut savoir que c'est l'équivalent de bande dessinée et dessin animé au Japon. Et quand c'est arrivé en France, eh ben, c'est pas tout le monde qui était forcément réceptif à ça, hein. Les plus vieilles générations étaient un peu contre. Voilà, comme pour les jeux vidéo d'ailleurs. Et quand tu y penses, aujourd'hui c'est même devenu pire, parce que on est un peu obligé d'aller en convention en ce qui concerne, vous savez, les animé-con sur Paris, tout ça, ou même les jeux, les Game-O-Con, ou trucs comme ça, je sais pas. Histoire de rencontrer des gens qui ont le même centre d'intérêt que vous en fait. Et le fait d'être obligé de se retrouver dans des hangars juste pour ça, je trouve que c'est un peu triste aujourd'hui. Ensuite, comme diraient certains social justice warriors sur Twitter, hein, oui, je vous vise sur Twitter, et puis je n'en démorderai pas. Il faut savoir que l'humour des années 90 et du début des années 2000, jusqu'en 2007, était beaucoup plus brutal, comparé à aujourd'hui. Ouais. Quand il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent on peut plus rigoler de rien, c'est pas pour rien. Et justement, depuis la crise économique qui s'est déroulée de 2007 à 2008 et qui va affecter tout le monde jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que je trouve qu'on a perdu la joie de vivre en France. Sans parler donc de 2012, année de merde. Je remarque aussi que c'est toujours dans les années bissextiles qu'il se passe quelque chose, qu'il y a des plus grosses catastrophes en fait. Donc, comme je l'ai dit, on a eu 2008 et 2012. En 2007, les faits divers se multiplient comme pas permis, déjà, hein. Et évidemment, comment je peux passer à côté de 2020, hein? Sans parler d'une certaine épidémie dans le monde, je peux aussi parler de comment les gens ont été obligés de rester enfermés chez eux pour au final se dévoiler les uns envers les autres. Et pire encore, que d'autres se dévoilent sur internet de par leur pire côté en fait. Voilà. Et encore aujourd'hui, entre fin 2023 et 2024, on a actuellement des problèmes en Europe si tout le monde a suivi l'actualité. Et c'est là que je vais poser une question de manière calme. À quoi vous pensiez que personne ne remarquerait ce schéma à force? Qu'est-ce qui va se passer en 2028, hein? Une nouvelle épidémie venue de je ne sais où, d'autres gens qui pètent un plomb, un piratage mondial peut-être. Pourquoi pas, ce sera original. Faisons comme dans le premier film Terminator, laissons notre monde diminuer par les liens aussi pendant qu'on y est. Non. 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 Je ne peux pas juste tout casser et croire que ça va résoudre les problèmes. En réalité, vous savez, j'ai fait cette vidéo. J'ai prévu de faire cette vidéo il y a longtemps. Justement parce que ce que je voulais dans cette vidéo, c'était vraiment descendre tout le monde à partir d'un réplique au vitriol cynique, au pif, etc. La vérité, c'est que je crois que moi, vous, nous, on se rend pas compte à quel point on pourrait être fier de notre pays. Réfléchissez 5 minutes. Techniquement, nous sommes un peuple celtique qui a été conquis et mélangé de force avec une culture romaine / italienne. Pour au final être de nouveaux reconquis
via une civilisation germanique, donc descendante des Allemandes, mais qui a donné le nom de notre pays, pour au final se refaire attaquer par d'autres gens venant du même pays. Et aujourd'hui, on est toujours debout. Il y a de quoi être fier, non? C'est à ça que sert l'histoire en réalité. Ça sert justement aux jeunes générations à se remémorer justement ce qui s'est passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs que les ancêtres dans l'Antiquité, par exemple, ou dans les siècles passés en général. Je tiens à me répéter au niveau des années bissextiles parce que je trouve que on a tendance aujourd'hui, depuis 2008-2012, on a tendance à répéter de plus en plus fréquemment les mêmes erreurs. Un coup on a un âge d'or, puis on a un coup de dépression, et là en ce moment on est sur une période de dépression. Franchement, je ne suis pas positif quant à 2028. Je sens qu'on va, en cette année-là, refaire une connerie capitale. Voilà. Et là, je me pose la question. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en réalité? Et qu'est-ce qu'on est censé faire? Quelle est la solution à la connerie qu'on va faire en 2028? Eh bien, Bélénos, Dieu merci, je n'en sais rien. Je ne suis pas devin, et je n'ai pas la science infuse non plus. Voilà, je suis juste un amateur sur YouTube. Censé faire du divertissement d'ailleurs, mais là, waouh. Et au final, c'est surtout à vous de commencer déjà à vous remettre en question par rapport à notre époque, en France, et à proposer justement des solutions. Parce que c'est surtout grâce à ça qu'on va avancer en fait. Donc, voilà pour cette vidéo pour les philos. Après, est-ce qu'il y en aura d'autres comme ça? Eh bien, je sais pas. Je sais pas. Quel menteur celui-là, je vous jure. Évidemment qu'il y en aura d'autres. Après tout, il faut bien un méchant dans l'histoire des héros. Pour commencer à voir la lumière, il faut d'abord voir les ténèbres. Les ténèbres. Eh oui. Et sachez que je suis très content d'avoir fait cette vidéo au final, parce que c'était la dernière des 4 que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Et vous savez quoi? Dans le futur, je serai beaucoup plus énergique que ça. Et pour ceux qui me demandent de me calmer, eh bien voilà ce qui va les attendre. Moi je leur dis...
voilà, c'était la dernière des vidéos Polyphilo qui a donné naissance à cette chaîne. Je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo et je suis très heureux d'avoir partagé tout ça avec vous, sachant que maintenant les suggestions sont ouvertes. Oui, les vidéos Polyphilo peuvent tomber maintenant sur n'importe quel sujet à partir de maintenant, donc n'hésitez pas à demander tel ou tel sujet dans les commentaires. Sachez une chose, c'est qu'à partir de maintenant, cette chaîne va encore plus se développer dans l'avenir proche. Il y aura sans doute de tout nouveaux types de vidéos, plein d'annonces faites, de demandes de suggestions supplémentaires. À partir de maintenant, la chaîne démarre à fond. Elle a démarré vraiment en novembre 2023 passé, mais maintenant, on va vraiment commencer à speeder et à avoir plus d'énergie pour cette chaîne. Donc, je vous remercie à tous du fond du cœur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est pas compliqué, vous faites un compte Google, vous venez sur ma chaîne et vous vous abonnez. Non, parce que j'ai vu que j'avais beaucoup plus de followers sur Facebook que YouTube, donc à tous ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne YouTube aussi. On a besoin de vous. Sur ce, je vous dis merci à tous pour votre soutien et à très bientôt sur la chaîne New Dracula.